Bonjour, dans la séquence précédente, nous avons vu comment on définissait la forme scolémisée d'une formule et nous avons vu que pour pouvoir déjà interpréter une formule scolémisée, il fallait définir une structure dans laquelle on interprétait des nouveaux symboles de fonction qu'on appelait les symboles de Scolem. Donc on a vu aussi que pour pouvoir faire ça, on allait considérer deux opérations qui permettent de transformer des structures, ce qu'on va appeler des foncteurs. Une première opération qui prend une fp structure et qui l'enrichit en une f bar p structure, où f bar c'est l'ensemble des symboles de fonction originaux augmentés des symboles de Scolem. On a vu qu'il y avait une autre opération, qu'on regardera après, qui est l'opération simplement de restreindre l'interprétation des symboles pour passer d'une structure qui interprète tous les symboles de fonction, y compris les symboles de Scolem, à une structure qui n'interprète que les symboles de fonction originaux. Donc on verra après ce deuxième foncteur, le foncteur de restriction. Et pour l'instant, on va s'intéresser au foncteur d'enrichissement, celui où on interprète les symboles de Scolem. Donc la première chose qu'on va faire, c'est définir comment est définie cette structure enrichie où on interprète les symboles de Scolem. Donc comment on interprète les symboles de Scolem. Donc on va supposer qu'on a au départ une fp structure S et on veut définir la structure S bar enrichie dans laquelle on va interpréter les symboles de Scolem. Donc on a plusieurs choses à définir. D'une part, le domaine de S bar. Quels sont les éléments qui forment l'univers dans lequel on interprète tout ce qui se passe dans S bar. Ben, simplement, on va dire que c'est la même chose que ce qu'on avait dans S. On n'a pas d'aliens qui se sont rajoutés ou on n'a pas tué des aliens de S. Ensuite, il faut aussi interpréter les symboles de relation. Donc, P ici, c'est un élément de P, un symbole de relation. Et donc, son interprétation dans S bar, eh ben, on va la définir comme la même que celle qu'il avait dans S. D'accord ? Donc, on garde ça aussi. Maintenant, il faut interpréter les symboles de fonction. Donc si j'ai un f, un symbole de fonction f, qui a un symbole de fonction original dans f, eh bien, à nouveau, je vais dire que son interprétation dans S bar, c'est la même que celle dans S. Maintenant, j'en arrive vraiment à la seule partie intéressante, qui est les symboles de fonction qui sont des symboles de Scolem. D'accord ? Donc, je vous rappelle, ça veut dire qu'un symbole de Scolem, il est défini par une variable qui correspond à la variable qui est quantifiée et une formule, qui est une FP formule. D'accord ? Donc, je vais poser, pour définir l'interprétation de f, je vais poser quelques notations. Donc, tout d'abord, je vais dire que les variables libres de la formule il existe x phi, c'est les variables y1, yn, et je vais m'intéresser à l'ensemble des valeurs que peut prendre x pour satisfaire la formule il existe x phi, ce qu'on va appeler les témoins de l'existence d'un x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer un tuple B1, Bn d'éléments du domaine de S, et il va falloir que je définisse f de B1, Bn dans S bar. Et donc pour ça, je vais considérer tout d'abord la substitution sigma qui a y1 associe B1 à yn associe Bn. Et je vais considérer l'ensemble T sigma, qui va dépendre de x et de phi, des témoins de l'existence d'un x pour phi dans l'interprétation sigma. Donc cet ensemble-là, c'est l'ensemble des A dans le domaine de sigma, dans le domaine de S, tel que, eh bien, lorsque je prends la valeur A pour x, je vais satisfaire la formule phi. Autrement dit, S avec l'interprétation sigma enrichie
avec x interprété comme A satisfait la formule phi. Voilà. Donc ça, c'est les témoins de l'existence d'un x pour phi. Et bien maintenant, pour définir l'interprétation du symbole f dans S-bar, je vais faire deux cas. Soit j'ai t de sigma qui est non vide. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que je fais f de S-bar pour B1, Bn. Soit j'ai t de sigma qui est non vide. Et dans ce cas-là, je choisis un élément dans t de sigma. Soit t de sigma est vide. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais prendre un élément A, quelconque, donc je m'en fixe un à l'avance, et ça, je peux supposer que j'ai un A dans le domaine de S. D'accord, puisque je rappelle que par hypothèse, le domaine de S est non vide, on ne regarde que des structures de domaine non vide. Voilà, donc là, j'ai fini, j'ai tout interprété, et j'ai défini complètement ma structure S-bar, la structure enrichie qui permet d'interpréter les symboles de Skolem. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la façon dont on peut relier une formule et sa forme skolémisée d'un point de vue sémantique. Donc on a vu que ça n'avait pas les mêmes modèles, donc on ne peut pas dire que c'est des formules équivalentes, mais on va pouvoir les relier en termes de structure et de structure enrichie. Donc c'est le premier résultat que je vais énoncer. Si je prends une formule close, alors je vais avoir que S satisfait phi, si et seulement si la structure S-bar enrichie satisfait la forme skolémisée de phi. Voilà, et ici avec une équivalence. Donc pour démontrer ce résultat-là, on va raisonner par récurrence sur phi, et c'est une récurrence qui va plutôt bien se passer parce que la façon dont on a défini la forme skolémisée d'une formule est très inductive et très proche on change très peu la formule phi en général, il n'y a qu'un seul cas qui va nous intéresser, c'est le cas d'un existentiel. Néanmoins, il y a une autre subtilité, quand je fais une induction, je vais passer d'une formule close à une formule potentiellement non close, et donc je vais généraliser un petit peu mon énoncé ici pour pouvoir faire une induction. Donc, j'ai fait une preuve par induction sur phi, dans laquelle je montre la propriété suivante. Pour tout sigma, S sigma satisfait phi, si et seulement si, S bar sigma satisfait SK de phi. Voilà. Donc, je vais finir ici. Donc, comme je le disais, le cas qui m'intéresse dans cette induction, il n'y en a qu'un, c'est le cas de l'existentiel. Donc je vais supposer, alors je vais peut-être écrire encore un tout petit peu ici, que phi est de la forme il existe x psi, et puis que les variables libres de phi, c'est y1, yn, et puis je vais supposer que sigma de yi, c'est bi. Voilà. Alors maintenant, je veux montrer cette équivalence-là. Donc je peux dire que si S sigma satisfait phi, eh bien, c'est la même chose que de dire que il existe, que l'ensemble des témoins de l'existence d'un x tel que psi est non vide. Et alors ça, je vais l'écrire de façon un peu différente en disant que S sigma, dans lequel x est interprété par f de S bar
dBi satisfait la formule psi. Alors ici, il y a un petit peu à vérifier ce que j'ai écrit. Si cet ensemble-là est non vide, eh bien je sais que cet objet-là, c'est un élément de cet ensemble-là. D'accord? Et c'est un choix qui va me valider psi par définition de l'ensemble T sigma. Si cet ensemble-là est vide, cet objet-là, c'est le A que je me suis donné, qui est un A arbitraire. Et en particulier, c'est un A qui ne va pas valider psi. Donc dans ce cas-là, j'aurai bien à nouveau une équivalence dans les deux sens. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir appliquer mon hypothèse d'induction et me ramener à la structure S bar et à la forme scolémisée de ma formule. D'accord, là j'ai appliqué l'hypothèse d'induction. Alors la dernière étape, je vais faire passer cet enrichissement de l'interprétation des variables en une substitution syntaxique dans la formule. Donc je vais l'écrire et puis je vais détailler après pourquoi j'ai le droit de faire ça. Donc ce que je prétends, c'est que ce que j'ai écrit ici, c'est la même chose que dire que S bar avec l'interprétation sigma satisfait SK de psi, où j'ai dans la formule remplacé la variable x par f dy. Voilà. Alors, pourquoi quand j'ai fait ça, j'ai fini? Ici, ce que je reconnais, c'est la définition de la forme scolémisée de il existe x pi. Donc c'est la forme scolémisée de ma formule phi initiale. Et c'est bien ce que je voulais prouver. Alors maintenant, j'ai dit que j'allais détailler cette dernière étape. Donc en fait, ici on utilise dans un cas particulier un résultat plus général que je vais énoncer juste en dessous et qu'on appellera le lemme de substitution. Donc c'est un lemme qui nous dit que si je suis dans une structure S quelconque et que j'ai une interprétation sigma, que j'enrichis en disant que en plus j'interprète la variable x comme un certain sigma de t, où t est un terme syntaxique, alors ça satisfait une formule phi, si et seulement si S sigma satisfait la formule phi dans laquelle j'ai remplacé x par t. Voilà. Donc pour montrer ce lemme-là, je ne vais pas le démontrer, on fait une induction sur la formule phi et modulo quelques petits problèmes de gestion des variables, ça se passe très bien. Donc ça, c'est pas très intéressant, je ne vais pas le développer ici. Juste, je vais vous faire remarquer que c'est ce que j'ai utilisé à cette étape-là, avec pour t le terme f de y. Voilà.